Je me suis reconnecté avec mon amour du lycée sur Facebook, j'ai eu une liaison et j'ai tout perdu quand il m'a rejeté. Après mon divorce, je me suis marié avec Daniel, 38 ans. Nous sommes mariés depuis 6 ans maintenant, mais notre relation n'a jamais été formidable. Pour être honnête, il y a toujours eu cette tension sous-jacente et ce manque de connexion entre nous. Je pense qu'une partie de cela vient du fait que j'ai toujours eu des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mon amour de lycée, Michael, 36 ans. J'ai rencontré Michael quand nous avions tous les deux 16 ans. Nu sessions dans le même cours de biologie, et Jimmy Sovins du jour OILS d'entrée, comme ça était here. Il avait ses yeux verts perçants et un sourire en coin qui faisait battre mon cœur à chaque fois. J'ai été immédiatement attiré par sa nature décontractée et son esprit vif. Nous avons été mis en binôme pour un projet de laboratoire et étais tellement nerveux que j'ai pouvais à peine parler de manière cohérente. Avec le temps, Michael et moi sommes devenus de bons amis. Nous étudions ensemble, nous sortions au restaurant local après l'école et nous allions au match de football le vendredi soir. J'appréciais chaque moment passé avec lui, mais j'étais trop timide et peu sûr de moi pour lui dire ce que je ressentais. Je me demandais toujours s'il pouvait avoir ressenti la même chose, mais je n'ai jamais eu le courage de le découvrir. Pendant tout le lycée, j'ai vu Michael sortir avec d'autres filles, et à chaque fois je ressentais une pointe de jalousie et de regret de ne pas avoir parlé. Moi aussi, je suis sorti avec quelques garçons, mais aucun ne se comparait à Michael dans mon esprit. Je continuais à espérer qu'il se rendrait compte que nous étions faits pour être ensemble, mais ce moment n'est jamais venu. Après l'obtention de notre diplôme, Michael et moi avons suivi des chemins différents. Il a déménagé à l'autre bout du pays pour aller à l'université, tandis que je suis resté dans ma ville natale pour m'occuper de ma grand-mère malade. Au début, nous avons essayé de rester en contact, mais nous avons progressivement perdu le contact alors que nous construisions nos vies séparées. Je pensais à lui de temps en temps, me demandant ce qui aurait pu se passer si j'avais été plus courageuse. Je me suis consacré à mes études et à mon travail à temps partiel dans une librairie locale. C'est là que j'ai rencontré Daniel. À la vingtaine, il était un client régulier, venant toujours feuilleter la section histoire. Nous avons commencé à discuter, et il a fini par m'inviter à sortir. Daniel était stable, avait un bon travail en tant que comptable et semblait être le genre d'homme à épouser. Mes parents l'aimaient beaucoup, surtout après une série de petits amis pas très bien choisis que j'avais eus à l'université. Alors, même si je n'ai jamais ressenti cette étincelle ou cette passion pour Daniel, je me suis convaincu que c'était suffisant. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Les premières années de notre mariage étaient correctes. Nous nous sommes installés dans une routine confortable, avons acheté une petite maison en banlieue et avons parlé de fonder une famille. Mais il manquait toujours quelque chose. Nos conversations étaient superficielles, notre intimité semblait mécanique, et nous passions de plus en plus de temps dans des pièces séparées, à faire nos propres choses. J'ai essayé d'ignorer le sentiment croissant d'insatisfaction, en me disant que c'était ainsi que les relations adultes étaient, que les papillons et l'excitation du jeune amour n'étaient pas durables à long terme. Mais au fond de moi, je savais que je me mentais à moi-même. Avançons jusqu'à l'année dernière. Je faisais défiler Facebook sans but un soir, en repoussant un peu de travail que j'avais ramené à la maison, quand une suggestion d'amis est apparue. C'était Michael. Mon cœur a commencé à battre plus vite dès que j'ai vu sa photo de profil. Il avait l'air encore plus beau que dans mes souvenirs, avec quelques cheveux gris distingués sur les tempes et des rides de rire autour des yeux. Sans vraiment y réfléchir, je lui ai envoyé une demande d'amis. À ma grande surprise, il a accepté presque immédiatement. En quelques minutes, il m'a envoyé un message. « Salut, inconnu, ça fait longtemps. Comment vas-tu » Dès que nous avons commencé à échanger des messages, tous ces anciens sentiments ont refait surface. C'était comme si j'avais de nouveau 16 ans, avec des papillons dans le ventre à chaque fois que je voyais un message de lui. Nous nous sommes mis à jour sur les bases. Nos carrières, il était maintenant un architecte à succès, nos familles, il avait un frère cadet qui venait de se marier, et nos vies actuelles. Michael m'a raconté qu'il venait de divorcer et qu'il recommençait sa vie dans une nouvelle ville, pas très loin de l'endroit où je vis maintenant. Il a dit qu'il s'était marié jeune avec sa petite amie d'université, mais qu'au fil des ans, ils s'étaient éloignés l'un de l'autre. Une partie de moi s'est sentie coupable d'être si excité par cette nouvelle. Nous avons échangé de messages constamment pendant une semaine, rattrapant les 20 dernières années. Cela semblait si naturel et sans effort de lui parler, d'une manière que je n'avais jamais expérimentée avec Daniel. Michael se souvenait de petits détails de nos journées au lycée que j'avais depuis longtemps oubliés. Il a posé des questions sur ma famille, mes rêves, mes déceptions. Toutes ces conversations profondes et significatives que j'avais tant souhaité avoir. Je me suis retrouvé à rêvasser à Michael et à ce qui aurait pu être si nous nous étions mis ensemble quand nous étions adolescents. J'imaginais une vie pleine de passion et de rire, où je me sentais vraiment vue et comprise. Ces fantasmes faisaient paraître ma vie réelle avec Daniel encore plus ennuyeuse et insatisfaisante en comparaison. Ma meilleure amie, Lisa, 35 ans, a rapidement remarqué mon obsession soudaine pour mon téléphone et m'a questionné sur ce qui se passait. Lisa et moi étions inséparables depuis le collège. Elle avait été là tout au long de mon béguin pour Michael, mes catastrophes amoureuses à l'université et ma relation avec Daniel. Quand j'ai finalement avoué que c'était avec Michael que je parlais, elle a immédiatement compris à quel point cette situation était dangereuse. Lisa m'a averti que je jouais avec le feu.
Elle m'a rappelé à quel point j'avais été dévasté quand Michael était parti pour l'université, et combien de temps il m'avait fallu pour m'en remettre. Elle m'a fait remarquer que je voyais Michael à travers des lunettes roses, idéalisant notre passé et projetant mon insatisfaction actuelle sur lui. Tu es mariée, Jen, a dit Lisa fermement. Quelles que soient les difficultés que tu as avec Daniel, ce n'est pas la manière de les gérer. Tu dois couper les ponts avec Michael avant de faire quelque chose que tu regretteras. Je savais que Lisa avait raison, même si cela me tuait de l'admettre. Elle m'a menacé de tout dire à Daniel si je ne mettais pas immédiatement fin à ma relation avec Michael. Le cœur lourd, j'ai retiré Michael de mes amis et supprimé notre fil de messages. Je lui ai envoyé un dernier message pour lui expliquer que j'étais marié et que je ne pouvais pas continuer notre reconnexion, puis j'ai bloqué son numéro. Les semaines suivantes, je me suis senti dévasté. Je pleurais jusqu'à m'endormir la plupart des nuits, en pleurant la perte de Michael une fois de plus. Ma relation avec Daniel semblait encore plus tendue et sans vie en comparaison. Je ne pouvais pas arrêter de penser au « et si » avec Michael, et me demander si j'avais fait une énorme erreur en épousant Daniel. J'ai essayé de me plonger dans mon travail et mes loisirs pour me distraire. J'ai commencé à suivre un cours de poterie, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer. Mais même en façonnant l'argile, mon esprit vagabondait vers les mains de Michael et comment elle se sentirait en façonnant l'argile à côté des miennes. Daniel a remarqué mon changement d'humeur et m'a demandé si quelque chose n'allait pas. J'ai évité le sujet, disant que j'étais juste stressé par le travail, mais la vérité, c'est que je me sentais étouffé dans notre mariage. Chaque conversation banale, chaque soirée de routine devant la télévision, chaque baiser mécanique de bonne nuit, tout cela semblait être une imitation pâle de la vie que j'aurais pu avoir. Je ne sais pas où aller à partir de là. Une partie de moi veut recontacter Michael pour voir s'il y a encore une chance pour nous, mais je sais que ce serait mal. J'ai fait des vœux à Daniel, et même si notre mariage n'est pas parfait, il ne mérite pas d'être trahi de cette manière. En même temps, je ne sais pas si je peux continuer dans ce mariage sans passion avec Daniel, maintenant que je sais qu'il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus intense là-bas. Suis-je horrible d'avoir ces pensées? Devrais-je essayer de faire fonctionner les choses avec Daniel ou suivre mon cœur? Je suis tellement confuse et en conflit avec tout ça. Je revis sans cesse mes souvenirs du lycée avec Michael, me demandant si j'aurais dû parler de mes sentiments à l'époque. Aurions-nous fini ensemble, ou notre relation aurait-elle échoué, comme tant de relations de lycée? Je ne le saurais jamais, et cette incertitude me ronge. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur l'amélioration de ma relation avec Daniel. J'ai suggéré que nous essayions de nouvelles activités ensemble, des randonnées, des cours de cuisine, tout ce qui pourrait secouer notre routine. Mais tout semble forcé, comme si je suivais un script, sans aucun enthousiasme réel. Je sais que je dois prendre une décision bientôt, soit m'engager dans mon mariage et laisser derrière moi ces fantasmes sur Michael, soit être honnête avec Daniel sur mes sentiments et envisager de mettre fin à notre relation. Mais j'ai peur de prendre la mauvaise décision et de la regretter pour le reste de ma vie. J'ai l'impression d'être un carrefour, avec deux futurs très différents qui se déroulent devant moi. L'un sûr et familier, et l'autre excitant mais incertain. J'aimerais tellement savoir quel chemin est le bon à suivre. Mise à jour 1. Cela fait environ 8 mois depuis ma dernière publication, et tant de choses ont changé. J'aurais vraiment dû écouter l'avertissement de Lisa, parce que tout s'est complètement effondré. Après avoir coupé le contact avec Michael au départ, j'ai essayé de me recentrer sur mon mariage avec Daniel. J'ai suggéré des soirées en amoureux, une thérapie de couple, tout à quoi je pouvais penser pour essayer de raviver une étincelle entre nous. Nous sommes allés dans des restaurants chics, avons fait un week-end dans une auberge voisine et même essayé des cours de salsa, mais tout semblait forcé et vide. Pendant nos séances de thérapie de couple, je me suis retrouvé à retenir des informations, incapable d'exprimer pleinement mes doutes et mon insatisfaction. J'avais peur que si j'étais complètement honnête, cela signifierait la fin de notre mariage. Alors, j'ai fait semblant, hochant la tête pendant que le thérapeute nous donnait des exercices de communication et des devoirs. Au fil des semaines, j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment été amoureuse de Daniel. Je m'étais simplement contentée de la sécurité et de la stabilité. Je pensais à notre relation, à la façon dont mes parents m'avaient poussé vers lui parce qu'il était un homme bien et stable. Je me souvenais que lorsque Daniel m'avait demandé en mariage, j'avais ressenti plus de soulagement que d'excitation, reconnaissante d'avoir trouvé quelqu'un qui voulait s'engager avec moi. Daniel, de son côté, semblait faire des efforts. Il me rapportait des fleurs de temps en temps, suggérait que nous regardions des films ensemble plutôt que dans des pièces séparées, mais ces efforts ne faisaient que souligner à quel point il ne me connaissait pas vraiment. Les fleurs étaient toujours des lys, auxquels je suis allergique, et les films qu'il choisissait étaient des films d'action, dont il savait que je n'avais aucun intérêt. Au fur et à mesure que les mois passaient, je me sentais de plus en plus déprimé et rancunière. J'ai commencé à me disputer avec Daniel pour chaque petite chose. Laisser la vaisselle dans l'évier, oublier d'acheter du lait, rester tard au travail. J'étais misérable à la maison et je redoutais de passer du temps avec lui. Je me suis plongé dans des heures supplémentaires à mon travail de vente au détail à temps partiel, juste pour éviter d'être près de lui. Je pensais constamment à Michael, me demandant ce qu'il faisait, s'il pensait à moi. Je me retrouvais à griffonner distraitement son nom dans mon carnet de travail, pour ensuite le rayer furieusement. Je savais que c'était puéril, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Puis, un jour, il y a environ 3 mois, je travaillais sur le dernier quart de la boutique quand j'ai levé les yeux et vu Michael entrer.
Mon cœur a presque arrêté de battre. Il était encore plus beau en personne que sur ses photos. Dès que nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une électricité parcourir mon corps. Michael est venu vers moi et nous avons commencé à parler comme si aucun temps ne s'était écoulé. Il m'a dit qu'il avait récemment déménagé en ville pour un nouvel emploi dans une entreprise d'architecture. J'ai découvert qu'il travaillait à quelques rues de mon magasin. Nous avons fini par parler pendant plus d'une heure après la fin de mon quart, debout sur le parking, complètement perdu dans la conversation. Il m'a parlé de son divorce, comment lui et son ex-femme s'étaient simplement éloignés. Ils s'étaient mariés jeunes, juste après l'université, et avec le temps, ils ont réalisé qu'ils voulaient des choses différentes. Cela avait été à l'amiable, a-t-il dit, mais toujours douloureux. Je me suis retrouvé à m'ouvrir à Michael sur mes propres difficultés conjugales. Je lui ai dit à quel point je me sentais insatisfaite, comment je commençais à penser que j'avais fait une erreur en épousant Daniel. Michael a écouté avec tant de compréhension et d'empathie. Il ne m'a pas jugé ni essayé d'offrir des solutions, il m'a juste laissé parler. Après cette nuit, Michael et moi avons commencé à nous rencontrer pour prendre un café ou pendant les pauses déjeuner, chaque fois que nos horaires le permettaient. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Être près de lui me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Nous parlions de tout et de rien. Nos spoilers, nos pairs, nos livres et films prefers. Michael se souvenait que j'avais toujours voulu être écrivaine et m'encourageait à travailler sur l'idée de roman que j'avais en tête depuis des années. Il s'est même proposé de lire les premiers chapitres quand il serait prêt. Environ un mois après nos rendez-vous secrets, j'ai finalement eu le courage de dire à Michael ce que je ressentais. Nous étions assis dans un coin tranquille d'un parc local, en regardant le coucher de soleil. Je lui ai raconté mon béguin du lycée, comment j'avais toujours regretté de ne pas lui avoir dit ce que je ressentais à l'époque. À ma grande surprise et à mon plus grand bonheur, il a admis qu'il avait toujours eu des sentiments pour moi aussi, même au lycée. Il a dit qu'il avait trop peur de me demander de sortir, craignant de ruiner notre amitié. Une chose en a entraîné une autre et nous avons fini par nous embrasser. Ce fut le moment le plus passionné et intense de ma vie. Ce baiser a ouvert les vannes, et Michael et moi avons commencé une véritable liaison. Nous nous rencontrions dans des chambres d'hôtel ou dans son appartement, chaque fois que nous pouvions voler quelques heures. La culpabilité me rongeait, mais je me justifiais en me disant que je méritais enfin de connaître le véritable amour et la passion. Avec Michael, je me sentais comme mon vrai moi pour la première fois depuis des années. Nous passions de ars a parler, à rire et à faire l'amour. Il encourageait mes rêves d'une manière que Daniel n'avait jamais faite. Quand je lui ai parlé de mon désir de quitter mon travail dans la vente au détail et de me concentrer sur l'écriture à plein temps, il m'a soutenu pleinement. Il s'est même proposé de m'aider à créer un budget pour que cela fonctionne. Cela a duré en secret pendant environ 2 mois avant que tout n'explose. Daniel est devenu méfiant à propos de mes constantes urgences de travail et de mes soirées tardives. J'étais devenue négligente, laissant des reçus des restaurants que Michael et moi avions visités dans mes poches. J'ai changé le mot de passe de mon téléphone, ce qui n'a fait qu'augmenter les soupçons de Daniel. Une nuit, pendant que j'étais sous la douche, Daniel a fouillé dans mon téléphone. Il a trouvé tous les messages entre Michael et moi, y compris certaines photos assez explicites que nous avions échangées. Quand je suis sorti de la douche, Daniel était assis sur le lit, avec mon téléphone à la main, l'air choqué. Il m'a confronté le lendemain matin, et j'ai éclaté en sanglots, confessant tout. Je lui ai parlé de mon histoire avec Michael, de notre reconnexion et de la liaison. Daniel était furieux et dévasté. Il m'a traité de tous les noms, disant qu'il ne pouvait pas croire que je l'avais trahi de cette manière. À ce moment-là, en voyant la douleur et la colère sur le visage de Daniel, le poids complet de ce que j'avais fait m'a frappé. J'avais trahi un homme bon qui, malgré nos problèmes, avait toujours été fidèle et engagé envers moi. Je l'ai supplié de me pardonner, en disant que nous pourrions suivre une thérapie, que je couperais tout contact avec Michael, mais Daniel n'a rien voulu savoir. Il m'a dit de partir, qu'il ne pouvait même pas me regarder. Il a dit qu'il contacterait un avocat en divorce et que je devrais faire de même. Il m'a expulsé de la maison le jour même, me disant d'aller avec l'homme que je voulais vraiment être. N'ayant nulle part où aller, je suis allé directement chez Michael, pensant que nous pourrions enfin être ensemble ouvertement. Je me suis présenté à sa porte en pleurs, une valise à la main, faite à la hâte. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé avec Daniel, en lui disant que maintenant nous pourrions être ensemble sans obstacle. Mais quand j'ai fini de parler, Michael m'a complètement surprise. Il a dit qu'il s'était amusé avec notre aventure, mais qu'il ne cherchait rien de sérieux ou à long terme. Il a clairement fait comprendre qu'il n'était pas intéressé par une relation réelle ou un engagement avec moi. Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé avec Daniel, mais que ce n'était pas son problème. J'étais absolument dévasté. J'avais détruit ma vie pour Michael, et il ne me voulait même pas. Le fantasme que j'avais construit dans ma tête s'est effondré autour de moi. J'ai réalisé que Michael n'était plus la personne dont je m'étais amourachée quand j'étais adolescente. Il avait changé, et pas pour le meilleur. Maintenant, il ne me reste que des regrets. J'ai trompé un homme bon qui m'aimait, même si nous n'étions pas passionnément amoureux. J'ai jeté mon mariage et ma stabilité pour un caprice égoïste. Daniel a déjà déposé les papiers du divorce, et je ne le blâme pas du tout. Je suis actuellement hébergé sur le canapé de ma sœur, mais je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à long terme.
Mes amis et ma famille sont furieux contre moi pour avoir trompé Daniel. J'ai perdu tout respect de la part des personnes qui comptaient pour moi. Je me sens comme une idiote d'avoir pensé que je pouvais revivre une sorte de romance magique d'adolescente. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout annuler, mais il est bien trop tard pour cela maintenant. Mise à jour 2. Cela fait environ 3 mois depuis que mon monde s'est effondré, et les choses n'ont fait qu'empirer. J'ai essayé de contacter Daniel plusieurs fois pour m'excuser et voir s'il y avait une chance de réconciliation, mais il refuse de me parler. J'ai laissé des messages vocaux, envoyé des emails, et même tenté de lui écrire une lettre, mais il n'y a eu que du silence en retour. Je ne le blâme pas, mais cela fait mal d'être complètement ignoré. Je suis toujours chez ma sœur, mais l'atmosphère est tendue. Elle m'a fait comprendre que c'est seulement une solution temporaire, jusqu'à ce que je puisse me remettre sur pied. Je peux dire qu'elle est déçue de moi et pense que je suis pathétique d'avoir ruiné ma vie pour Michael. Elle fait de petits commentaires sur le fait que je dois grandir et faire face à la réalité. Il est difficile de ne pas se sentir comme un échec quand sa propre famille peut à peine supporter d'être près de soi. J'ai travaillé des heures supplémentaires dans la boutique, essayant d'économiser de l'argent pour avoir mon propre logement, mais cela avance lentement. Le divorce progresse, et Daniel pousse pour une séparation rapide et propre. Son avocat Claremont fait savoir chuel velate KJE recoive le moins possible dans le règlement. Etan don que c'est moi qui ai Trump. Je n'ai pas beaucoup d'arguments pour demander plus. Le pire, c'est que j'ai découvert par des amis communs que Daniel voit déjà quelqu'un de nouveau. Apparemment, c'est une femme nommée Rachel, 34 ans, qu'il connaissait à l'université. Elle a récemment déménagé en ville en tant que mère célibataire, et ils se sont reconnectés. D'après ce que j'ai entendu, ils passent beaucoup de temps ensemble et semblent vraiment heureux. Ils ont été vus dans des restaurants locaux, des marchés fermiers, et même à un concert dans le parc. Ça me tue de penser que Daniel a tourné la page si rapidement, alors que je suis encore un véritable désastre. J'ai essayé de me distraire en me plongeant dans le travail et en commençant à écrire ce roman dont j'ai toujours parlé, mais il est difficile de se concentrer quand sa vie est dans un tel chaos. Chaque fois que je m'assois pour écrire, je finis par fixer une page blanche, l'esprit envahi de regrets et de tssissolement. J'ai atteint le fond du gouffre émotionnellement. Je pleure jusqu'à m'endormir la plupart des nuits, submergé par le regret et le dégoût de moi-même. J'ai perdu mon mari, ma maison, ma dignité et le respect de toutes les personnes qui comptent pour moi. Et pourquoi? Quelques mois d'excitation avec Michael, qui se sont révélés totalement insignifiants. Je sais que je n'ai pas le droit de m'apitoyer sur moi-même, car tout cela est de ma faute, mais je ne peux m'empêcher de penser que la punition ne correspond pas au crime. Oui, j'ai fait une erreur horrible, mais est-ce que je mérite vraiment de tout perdre, alors que Daniel a la chance de recommencer avec quelqu'un d'autre? J'ai pensé à recontacter Michael, juste pour parler et obtenir une sorte de fermeture, mais je sais que ce serait une erreur. Il a clairement fait savoir qu'il ne voulait plus rien avoir avec moi, et rouvrir cette blessure ne ferait qu'apporter plus de douleur. J'ai envisagé de déménager dans une nouvelle ville et de repartir à zéro. Peut-être que c'est ce dont j'ai besoin, un nouveau départ, mais l'idée de quitter tout ce que je connais et tout le monde me terrifie. De plus, je ne suis pas sûr de pouvoir me faire confiance pour prendre de bonnes décisions en ce moment. Pour l'instant, j'essaie de me concentrer sur la reconstruction de ma vie, un jour à la fois. J'ai commencé à voir une thérapeute pour essayer de comprendre pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. C'est douloureux et inconfortable, mais je sais que c'est nécessaire si je veux aller de l'avant. J'essaie aussi de réparer mes relations avec mes amis et ma famille. J'ai contacté de vieux amis que j'avais négligés, en leur offrant des excuses sincères pour mon comportement. Certains ont été réceptifs, d'autres pas tellement, mais cela fait du bien d'au moins essayer de faire amende honorable. Il est difficile de ne pas se sentir désespéré quand on voit à quel point on a tout gâché. Je ne suis pas sûr de pouvoir un jour me pardonner d'avoir été aussi stupide et égoïste. Le chemin à parcourir semble long et difficile, et certains jours, je ne suis pas sûr d'avoir la force de continuer. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois, en essayant d'être une meilleure personne, d'apprendre de mes erreurs et de trouver un moyen d'avancer. J'espère qu'un jour, je pourrai regarder en arrière et voir cela comme une expérience douloureuse mais nécessaire pour apprendre. Mais pour l'instant, cela ressemble simplement à un cauchemar sans fin que j'ai créé moi-même. Mise à jour 3. Cela fait environ 6 semaines depuis ma dernière mise à jour, et j'ai atteint un nouveau bas que je n'aurais jamais imaginé possible. J'ai finalement réussi à réunir suffisamment d'argent pour louer un petit studio. Il est situé dans une partie assez difficile de la ville, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Au moins, je n'empiète plus sur ma sœur. L'appartement est très basique. Juste un lit simple, une petite table avec 2 chaises et une petite kitchenette. Les murs sont fins, et je peux entendre mes voisins se disputer à toute heure de la nuit, mais c'est à moi, et c'est déjà quelque chose, je suppose. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Daniel a obtenu la maison et la plupart de nos biens communs. Je n'ai même pas pris la peine de me battre pour plus, je savais que je ne méritais rien après ce que j'avais fait. J'étais quand même stupéfaite de signer ces papiers et de rendre officiel que mon mariage était terminé. Mais la vraie bombe est tombée il y a quelques jours. J'ai rencontré un ami commun au supermarché qui m'a laissé échapper que Daniel et Rachel étaient fiancés. Apparemment, il lui a fait sa demande lors d'une escapade de week-end, quelques jours après que notre divorce ait été finalisé. J'étais abasourdi. Découvrir que Daniel était passé à autre chose si rapidement m'a fait sombrer. Dans un moment de faiblesse,
J'ai conduit jusqu'à notre ancienne maison tard dans la nuit. J'ai vu la voiture de Rachel dans l'allée et des lumières allumées à l'intérieur. C'était comme un coup de poignard dans le cœur d'imaginer qu'elle vivait la vie qui était censée être la mienne. J'ai honte d'admettre cela, mais j'ai complètement perdu le contrôle. J'ai fini par lancer des œufs sur la maison et rayer la voiture de Rachel avant de partir en trombe. C'était puéril et mesquin, je le sais, mais à ce moment-là, toute la douleur et la colère ont déferlé. Bien sûr, Daniel a immédiatement su que c'était moi. Il s'est présenté à mon appartement le lendemain, plus furieux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a dit que si je m'approchais de lui ou de Rachel à nouveau, il demanderait une ordonnance restrictive. Il a également menacé de porter plainte pour les dommages matériels si je ne payais pas immédiatement les réparations. Je suis vraiment stupide. Non seulement j'ai saboté toute chance de réconciliation avec Daniel, mais maintenant j'ai aussi des ennuis juridiques. J'ai vidé ce qui restait de mes économies pour payer les réparations de la voiture. Je suis maintenant en retard sur le loyer et les factures. Pour couronner le tout, j'ai été licencié de mon travail de vente au détail hier. Mon patron a dit que mes performances avaient chuté et que je n'étais plus fiable ces derniers temps. Il n'a pas tort, j'ai été un véritable désastre. Donc, me voilà, sans emploi, presque fauché, fraîchement divorcé et plus seul que jamais. J'ai aliéné presque tout le monde dans ma vie à ce stade. Je continue de rejouer tous mes erreurs encore et encore, en souhaitant pouvoir revenir en arrière et faire des choix différents, mais je sais que c'est impossible. Je ne sais pas où aller à partir d'ici, ni comment commencer à reconstruire ma vie. Certains jours, je peine à trouver l'énergie de sortir du lit. Je sais que tout cela est de ma faute, mais cela ne rend pas la douleur moins vive. J'espère seulement pouvoir me pardonner un jour et trouver un moyen d'avancer. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois, en essayant de m'accrocher à tout espoir que je peux trouver.